il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Stéphane de Salier-Dupin. Il est conseiller régional, président de la commission des finances et également conseiller municipal de Lamballe-Armor, la commune de Lamballe-Armor. Bonjour Stéphane de Salier-Dupin. Bonjour à tous. Alors, on va parler de politique, je disais en commençant. On va parler du vote du budget de la région Bretagne, puisque, je le disais également, vous êtes président de la commission des finances. Un budget cette année que d'aucuns disent un petit peu faible. C'est un budget qui évolue à la marge, alors que on vit une période de grand vent, une période où la société, l'économie vivent des changements majeurs, et donc c'est un budget plan-plan, qui est un budget où on fait évoluer quelques euros ici, quelques euros là, au moment où, manifestement, l'inflation risque de reprendre assez rapidement au printemps, au moment où la crise de l'énergie n'est pas terminée, au moment où notre agriculture souffre à de multiples titres, y compris pour des raisons de purement idéologiques, où on va contester la consommation de la viande, où on va contester des modes de production qui ont pourtant fait des efforts considérables. Voilà. Donc, à un moment où ça bouge fort, eh bien, le budget, lui, ne bouge pas. On entend les acteurs, par exemple, des langues régionales, de la langue bretonne en particulier, qui s'inquiètent. Ils se plaignent qu'il n'y aura pas d'augmentation cette année, par exemple, pour les aides à la langue, ou aux langues, plus précisément. Alors, ils s'inquiètent légitimement parce qu'il y avait eu des promesses, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait eu une campagne électorale, les promesses étaient partagées. L'équipe qui était menée par Isabelle Le Callennec, qui est toujours menée par Isabelle Le Callennec, a fait une promesse de 1,5% du budget, et le président de la région avait, lui, promis un grand plan Marshall. Et manifestement, le grand plan Marshall n'est pas au rendez-vous. Donc les partisans et les défenseurs des langues de Bretagne disent très légitimement, attendez, ça fait 2 budgets que vous êtes élus, où est le résultat de la promesse ? Les acteurs de la culture s'inquiètent aussi en disant on pourrait être plus volontariste dans une politique qui aussi introduit un peu de dogmatisme, il faut bien le dire. Alors, du point de vue de la culture, le président de la région va vous dire que ça bouge pas. C'est-à-dire que, sous-entendu, c'est sanctuarisé. Mais oui, aujourd'hui, ça manque de dynamisme très clairement. Moi, je pense singulièrement aux salles, qui ont vécu quand même une période Covid très compliquée. Je pense singulièrement aux festivals, qui ont vécu une période de Covid très compliquée, et qui vont vivre probablement avec les JO une période également compliquée, parce que on évoque la possibilité de concentrer les forces de sécurité sur les JO, et donc de ne plus être en mesure d'accompagner nos festivals. Voilà, donc oui, il y a une période qui est très, très sérieuse. Ouais. Alors, un budget, on va dire, vous l'avez dit plan-plan. C'est un budget plan-plan. Ouais. Voilà, c'est le terme que vous avez employé, Stéphane de Salier-Dupin. Mais aujourd'hui, on est dans une crise, plus largement, on le voit à tous les niveaux. Vous avez évoqué la Covid, il y a aussi la guerre en Ukraine, il y a aussi l'énergie. Tout ça va nous amener quelque part aussi à la réforme des retraites qui arrive dans un contexte, si on peut dire, très tendu quand même. Parce que tout a été fait pour que le contexte soit tendu. Enfin, je veux dire, cette réforme des retraites, le gouvernement et le président de la République, pardonnez-moi, devaient la faire au cours du premier mandat. C'est une promesse de 2017. On a trop tardé, finalement. On s'est embarqué dans une piste qui était d'une complexité sans nom, qui était la retraite à points. Il fallait faire la réforme de la retraite rapidement dès 2017. Les choses avaient été dites de façon assez claire. Ne pas s'embarquer dans cette espèce de réforme à points qui a amené cette réforme avortée de 2019. Il y a déjà une forte contestation à ce moment-là. Alors, il y avait déjà une forte contestation, et aujourd'hui, effectivement, le moment est très compliqué, parce que nos concitoyens, légitimement, ne voient pas où on va. On a vu ces défilés, ces manifestations. Alors, il y avait un peu moins de monde dans les rues hier, par exemple, mais on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les organisations syndicales, l'intersyndicale appelle à un blocage du pays. Est-ce que vous redoutez, vous, en tant qu'homme politique, ce blocage du pays ? Moi, je crois que sur les retraites, il y a une ligne qui pourrait se
résumé en 2 points, pas de démagogie, parce que nous voulons protéger notre système de retraite par répartition, et pas d'injustice. Pas de démagogie parce que y a un fait démographique qui est là. Au passage, cette réforme n'a aucune mesure concernant la démographie, la politique familiale, le quotient familial, etc. Aucune. Alors que nous avons eu un nombre de naissances en 2022 en France qui n'a jamais été aussi bas depuis la libération, de mémoire 723 000 enfants au cours de l'année, et que, qu'on le veuille ou non, les enfants d'aujourd'hui sont les actifs de demain, et donc ceux qui paieront les retraites de demain. Alors comment faire pour justement réformer sans allonger, puisque visiblement c'est ça qui coince, c'est l'allongement du départ légal. Non, ce qui coince, je crois, ans. c'est les gens qui se considèrent légitimement comme en situation de pénibilité, comme ayant travaillé tôt, les fameuses carrières longues, qui voyaient arriver avec plaisir, légitime aussi, le temps de la retraite, et à qui on va dire, non, écoutez, ça va continuer un petit peu plus. Pour certains, ils sont cassés, pour d'autres, ils sont déjà au chômage. Voilà, donc c'est des mesures concernant toutes ces populations, les femmes qui ont eu une carrière dite hachée, c'est pas très joli, mais tout simplement parce que elles ont pris un petit peu plus de temps, soit sur un temps partiel, soit sur un temps où elles ont souhaité mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses pour accompagner, élever, faire grandir, aimer leurs enfants, et qui se retrouvent désavantagés. Une nouvelle fois, notre construction de retraite par répartition ne fonctionne que s'il y a une natalité suffisamment forte. Nos grands anciens, quand ils ont créé la retraite, en 1945, il y avait en parallèle une politique familiale déterminée, forte, qui nous a amenés à avoir une natalité forte. Il fallait finalement réformer d'autres choses avant de réformer les retraites. Il y a plein de choses qu'il fallait traiter au moins en même temps. Je l'ai évoqué à la région, la question de la démographie médicale. Vous allez me dire, il est à côté de la plaque, il est hors sujet. Non. Quand on veut travailler un petit peu plus longtemps, il faut pouvoir le faire en bonne santé. Or, aujourd'hui, vous ne trouvez plus un médecin, ne serait-ce que pour faire un peu de prévention. On a vécu la période Covid très compliquée, notamment en termes de prévention. Moi, je serais malheureusement curieux de connaître le nombre de maladies graves qui n'ont pas été détectées faute de prévention dans la période Covid et qui aujourd'hui nous reviennent en boomerang. Vous voyez, natalité, santé, tout ça, c'est des conditions de la construction du système des retraites. Bon, alors là, on résume l'affaire aux 64 ans. Moi, je crois, objectivement, que l'âge légal, le fameux âge légal, est un totem dont on pourrait se passer. On pourrait très bien se dire 43 années de cotisation, puisque c'est l'actuel montant, eh bien, je les ai, je peux partir, je les ai pas. Alors après, on peut imaginer, je les ai pas, je souhaite partir quand même, à ce moment-là, il y a une décote, ou je souhaite continuer, il y a une surcote. Bon, on peut imaginer des trucs. Là, on est en train de s'engager dans des choses qui sont injustes vis-à-vis des carrières longues, et qui sont injustes vis-à-vis des retraités. Vous savez, la fameuse promesse des 1 200 €. Donc on a fait croire à tout le monde, d'ailleurs, quand j'ai vu arriver le projet, je me suis dit, très bien, 1 200 €, c'est plutôt un progrès, sauf que ça n'a touché que 40 000 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il faut satisfaire aux critères. Il y a un moment où il faut faire des choses simples. Si on veut être crédible, il faut faire des choses simples, et dire les choses clairement. Il y a aussi le salaire des femmes. Aujourd'hui, il y a un écart entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Est-ce que ce serait une bonne idée peut-être de légiférer là-dessus et de dire voilà, on essaie tout au moins d'avoir un salaire égal pour les hommes et les femmes, ce qui permettrait aussi d'engranger un petit peu de cotisation? Il n'est pas normal qu'à fonction égale, il n'y ait pas salaire égal. On est d'accord. Après, est-ce que vous croyez que la contrainte et la réglementation, on adore ça chez nous, c'est une question. On se délecte de ça. Et la bonne méthode, moi je crois que l'avancée de la société là-dessus est nécessaire. Je pense que ce qui est fait volontairement est toujours mieux que ce qui est fait par la contrainte. Oui, effectivement, ce serait un des éléments qui permettrait d'avoir un petit peu plus de cotisation et donc de nourrir le système des retraites. Oui, simplement, attention aussi à ne pas
complexifier à souhait le rôle des entreprises, la fonction de chef d'entreprise. Voilà, on a besoin de ce monde-là. Hein. On a besoin de tous ces gens qui prennent des risques, de tous ces gens qui essayent d'être créatifs, faire progresser notre économie. Voilà, donc ne pas charger la barque outrancièrement. En revanche, qu'il y ait un devoir moral de le faire, oui. Stéphane de Salier-Dupin, on a aussi beaucoup de entendus des voix, principalement à gauche, mais aussi à droite, pour dire, voilà, il faudrait peut-être demander aux grandes entreprises, aux grands fleurons français, alors évidemment ça va nous amener à Total ou à la BNP, qui ont sorti leurs résultats et qui sont quand même plutôt en forte hausse, ils ont engrangé beaucoup de bénéfices. Alors, sans vouloir pointer du doigt, est-ce que ces grandes entreprises, on parle bien des grandes entreprises, peuvent ou pourraient fournir un effort pour peut-être abonder justement le régime des retraites? Qu'il y ait des injustices à corriger sur les retraites, c'est d'une évidence. C'est une évidence pour les carrières longues, pour les carrières hachées des femmes, pour les questions de pénibilité. J'entends parfaitement. Maintenant, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux sur l'état de la France dans le monde. Mmh. Et l'état de la France dans le monde est l'état d'une nation qui décroche. Politiquement, et là ça je le regrette, mais également économiquement. Donc, est-ce que c'est le moment j'allais dire de flinguer, mais de rajouter dans cette course mondiale des handicaps à nos meilleurs coursiers? Voilà, vraiment, c'est une question. On a une petite tendance parfois à se regarder le nombril. Il y a un très bon bouquin de Thomas Gomard qui est sorti, qui s'appelle Les ambitions inavouées, qui traite de 9 grandes puissances mondiales. Et qui dit la façon dont ces grandes puissances avancent en regardant d'abord comment est-ce qu'ils peuvent exploiter la situation en fonction de leurs intérêts. Bon, la France, là-dessus, à un moment ou à un autre, il faut qu'elle cesse de donner des leçons à tout le monde et qu'elle regarde ses propres intérêts. Ses propres intérêts, c'est d'avoir une économie de puissance, une économie qui non seulement permette de payer des salaires dignes, mais également nous permette de tenir notre rang à l'échelle mondiale. Donc, ces mesures qui consisteraient à alourdir les charges qui pèsent sur les entreprises, c'est pas uniquement les grandes qu'on évoque, là, hein. C'est également les TPE, les PME de notre secteur. Hein. Donc, il y a un moment où il faut être équilibré. Voilà, là on évoquait éventuellement les très grandes entreprises. Hein, voilà, il y a un distinguo qui a été fait. Il y a peut-être là aussi un sentiment, en tout cas pour les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. On le voit aujourd'hui avec la crise de l'énergie en particulier qui grève le budget des ménages et l'inflation, bien sûr. La crise de l'énergie, on peut peut-être y revenir 30 secondes. Oui, on va en parler. On va en parler, Stéphane de Salier-Dupin. Non, c'était juste pour voir ce sentiment, si vous voulez. Où est la source de la crise de l'énergie ? Alors, elle était antérieure à la guerre en Ukraine, ok. Mais pourquoi est-ce que nous, Européens, on fait également la course avec un handicap solide ? Parce que nous sommes liés à une construction du prix de l'énergie qui nous est propre. Regardons en dehors de l'Europe. On est aujourd'hui, mais toutes les entreprises vous le disent, en situation vraiment de handicap. Quand je dis ça, c'est au sens course du terme, vous voyez, au sens champ de course du terme. C'est-à-dire qu'on a du poids supplémentaire, tout simplement parce que c'est l'intérêt d'un certain nombre de pays européens et de pas d'autres. L'Espagne, le Portugal sont sortis de cette construction du prix de l'énergie qui nous flingue. L'énergie qui est indexée sur le gaz, en tout cas pour l'électricité. Nous aurions intérêt à en sortir, sauf que notre capacité à emprunter sur les marchés est liée au parrainage, entre guillemets, de notre voisin d'outre-Rhin. Et que celui-ci ne veut pas que nous modifions ou nous sortions des traités qui permettent de construire le prix de l'énergie. Vous voyez ? Donc, pourquoi ? Parce que notre faiblesse budgétaire est telle, notre déficit budgétaire est tel, notre déficit commercial est tel, que nous ne sommes plus libres, indépendants, souverains par rapport à un certain nombre de nos partenaires européens pour dire à un moment ou à un autre, nous sortons. Alors, on parlait du budget de la région Bretagne tout à l'heure. Le budget, enfin en tout cas la partie allouée par l'État, est-ce qu'elle a baissé cette année ou est-ce qu'elle est restée stable ? Non, mais on est dans la construction des recettes de la région, je ne sais pas si ça passionne nos auditeurs. Non, mais juste pour faire le parallèle, vous nous dressez un tableau assez noir quand même. L'État n'est pas en mesure de suivre. Mesure assez noire. Le président de la République a été élu en 2017 en nous disant qu'il fallait traiter la dette. Très bien.
Et il l'a creusé comme jamais. Donc aujourd'hui, l'État, à un moment ou à un autre, ne peut plus... le quoi qu'il en coûte nous a fait très mal dans l'état d'esprit. Il nous a fait très mal parce qu'on a donné le sentiment qu'on pouvait créer de l'argent magique. Ce n'est pas vrai, l'argent magique n'existe pas. Donc l'État, à un moment ou à un autre, et je ne justifie pas, je pense que l'État ferait mieux de faire confiance aux régions, aux collectivités, pour faire un certain nombre de choses, arrêter de s'en mêler, et ça lui coûterait moins cher au final. Ça, c'est un peu le sens de c'est ma ma conviction régionaliste, je l'ai toujours été, j'ai aucune difficulté avec ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait mieux au plus près, ici en Bretagne, que ne le fait l'État, c'est clair. Mais en l'état de la situation, l'État est en faillite. François Fillon le disait déjà il y a quelques années, et ça s'est accentué, mais très sensiblement avec le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Alors d'un point de vue politique, là encore, ça nous ramène au débat actuel. On va parler un petit peu de l'ambiance à l'Assemblée nationale tout à l'heure, mais au débat actuel sur les retraites, on voit que les forces de gauche ont pris un grand ascendant dans l'opposition. On a d'un autre côté le RN, et on entend un peu moins LR. Ça vient d'où? Enfin, plutôt aussi, on a entendu LR, il y a des dissensions. Alors, est-ce que pour vous, c'est quelque chose, en tout cas, que vous avez du mal à accepter? Moi, j'ai toujours aucune difficulté à vivre le débat. Et c'est pas une pirouette, ce que je vous dis. C'est que le débat enrichit et qu'à un moment, on arrive à des positions qui sont, parce que les uns et les autres ont pu y participer, plus solides, plus raisonnées souvent que lorsqu'on est dans un schéma purement idéologique. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que dans un contexte où les uns et les autres sont plus radicaux dans un sens ou dans un autre, le discours de la raison a parfois du mal à passer. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le tenir et faire de l'agitation comme les députés LFI le font dans l'hémicycle, reculant devant parfois aucune vulgarité? Il y a eu des mots très forts ces derniers jours. Quand on veut parler haut à l'Assemblée, il faut du talent. On aurait pu imaginer Clémenceau. Par exemple. Ou Jaurès. Ou Jaurès. Aujourd'hui, on est dans une sorte de blocage, on va dire politique en France. Les oppositions ont du mal. Alors, peut-être en dehors de cette opposition de gauche, mais les oppositions traditionnelles, on pense au Parti Socialiste en son temps, à LR aujourd'hui, on voit sortir une opposition qui est quand même plutôt du côté du Rassemblement National. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est dur à accepter, ou est-ce que vous y voyez une recomposition de la vie politique plus largement? Je ne suis pas un commentateur de la vie politique. J'ai la prétention d'être un acteur de la vie politique. Donc ma devise dans ce domaine-là, c'est ne pas subir. Donc je n'ai pas ni à me désoler, ni à constater, j'ai simplement à combattre. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous sommes dans une situation nationale, budgétairement, financièrement parlant, qui fait que nos marges de manœuvre, qu'on le veuille ou non, sont devenues extrêmement limitées. Et comme nous nous refusons à avoir une puissance propre française, et que nous nous soumettons cette fois-ci aux intérêts d'autres pays, on a quand même une vraie difficulté à pouvoir pratiquer une politique. Or, ce que demandent nos concitoyens, c'est un cap, une vision. Peut-être que ça va faire mal, mais voilà où on va et voilà quelle est l'échéance. Aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement sont incapables de le donner. Alors, on peut faire des commentaires les plus démagogiques, c'est facile, je veux dire, vraiment pas compliqué, un peu de technique et ça marche. Sauf qu'il y a un moment ou un autre, il faudra s'en sortir. Est-ce que, d'un autre point de vue, vous avez une inquiétude pour la France aujourd'hui, pour la Bretagne aussi, parce que l'un et l'autre sont liés? Moi, j'ai une inquiétude pour la France, oui, dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de définir notre politique, et donc de tracer un cap. Pour la Bretagne également, parce que nous vivons toute une série de changements, et nous ne les exploitons pas, en fonction de nos intérêts. C'est-à-dire que, grosso modo, on va accueillir d'ici 2050 500 000 habitants de plus. Moi, je m'en réjouis. Simplement, il y a des contextes de logement qui sont compliqués et on ne prend pas les mesures qui nous permettra d'accueillir ces populations qui sont autant
de créativité, autant de richesse dans la relation sociale, etc., etc. Puis autant de Bretons demain, parce que cette Bretagne que nous aimons, elle a ce don pour faire de personnes qui viennent de l'extérieur de vrais Bretons. Donc, oui, inquiétude pour la Bretagne, inquiétude parce que, je vous ai dit, dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, il faut qu'on fasse il faut faire face à des défis, mais sans tomber dans l'idéologie du moment écolo. Voilà, il faut qu'on réfléchisse en fonction de nos intérêts et de notre capacité à être puissant. Seulement, la problématique de la Bretagne est une problématique de région qui a des atouts. Pas comme d'autres régions qui, elles, essayent de pallier à des situations extrêmement difficiles. Nous, on a les atouts, on a une population en croissance, on a une situation de l'emploi qui est tout à fait correcte, on a l'avantage d'avoir une qualité de vie. Bon, voilà, faisons de tout cela des facteurs de puissance pour se faire respecter et puis pour faire valoir nos intérêts. Vous voyez, pour revenir à notre débat de tout à l'heure, c'est en cela que je pense que le budget de la Bretagne, la région Bretagne, est plan-plan. Donc, budget plan-plan, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour le dynamiser, ce budget-là ? Comment on pourrait le rendre moins plan-plan, si vous me permettez ? Je pense que dans le domaine économique, il y a vraiment de grands marges de manœuvre. Je pense que dans le domaine de la pêche, cessons de nous soumettre au tropisme français qui veut que la France soit un pays continental. Regardons la Bretagne et les Bretons comme un peuple de la mer. Je veux dire, les ressources de la mer sont immenses. C'est pas uniquement des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas réduire ça à ça. Hein. C'est la pêche, c'est évidemment toutes sortes d'éléments liés à la biodiversité maritime. C'est le transport, c'est vraiment la puissance de demain, tout le monde le dit, personne n'en tire les conséquences, quoi, hein. Donc, faisons de cela également notre force, appuyons-nous sur notre agriculture, qui est notre plus gros facteur d'influence, quoi, hein. Et cessons de penser qu'on va uniquement produire pour un petit périmètre de 15 bornes autour de chez soi. On est une grande puissance exportatrice, on est capable en Bretagne, grossièrement entre Loire et Seine, demain, avec l'évolution des températures et du climat tel qu'on le voit, de produire le lait français. Voilà, alors, cessons d'être malthusiens pour utiliser les mots savants, c'est-à-dire de considérer qu'il faut faire petit quand on peut faire grand. Avec beaucoup d'enjeux, vous parliez de l'agriculture à l'instant, Stéphane de Sade-Dupin, il y a une grande demande d'une agriculture qui serait plus respectueuse de l'environnement. On entend beaucoup d'associations qui... L'agriculture bretonne n'a jamais été aussi respectueuse de l'environnement. Il faut qu'on arrête de nous raconter des blagues. Il y a encore des efforts à faire. Ils ont fait des progrès. Elle est en adaptation constante, l'agriculture bretonne. Elle l'est depuis les années 50 dans l'évolution qu'on a connue dans les volumes. Elle est depuis les années 90-2000 dans les questions liées à l'environnement, liées à l'évolution des produits que l'on propose. On est en évolution constante. Arrêtons cet agribashing, je vous en supplie. C'est suicidaire. C'est une façon de se tirer d'une balle dans le pied. Et c'est cette espèce d'écologie qui m'échappe complètement, qui vise simplement à se faire mal. Alors je ne fais pas d'agribashing, je posais la question. Hein, j'entends bien, je suis un peu réactif là-dessus, mais il y a un moment où il faut sortir de ce carcan idéologique dans lequel on nous enferme. Non, l'agriculture bretonne a fait et continue à faire tous les efforts nécessaires. Ils ont fait des investissements parfois peu productifs, considérables dans ce domaine-là. On arrête, stop. On a besoin de paysans, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin d'élevage, très concrètement. On n'a pas besoin d'une Bretagne végétalisée comme ça se présente avec un recul de l'élevage. On a besoin de cette puissance-là pour nous faire respecter. Alors, au niveau des territoires, il nous reste une petite minute. Je regarde mon réalisateur. 2 minutes, me dit-il. Alors, 2 minutes, voilà, pour un sujet qui est très compliqué. Les territoires, aujourd'hui, on a un sentiment de déséquilibre. On en avait parlé. On le sent encore un peu plus en ces temps de difficulté entre les grandes métropoles. Alors, on va citer Brest, on va citer Rennes. On y ajoutera Nantes et les territoires ruraux. Et pourtant, les territoires ruraux attirent. Si on prend le cas de Pontivy, par exemple, qui attire de plus en plus. Les petites villes et les villes moyennes attirent. Voilà. Ça, c'est très clair. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de répliquer les petits Paris dans les métropoles et que Paris, malgré l'exceptionnelle qualité architecturale de la ville, il n'est pas une ville où il fait bon vivre. Sécurité, saleté, rats, etc., etc. Bon, donc on a une recherche de ça. Et avec ça,
On a des propositions législatives là, qui se mettent en œuvre. Je peux prendre un exemple très concret. On est en train de créer les zones, les ZFE, les zones de faible émission. Hein, c'est l'histoire de carbone. Tout ça. Donc, on est en train de rétablir le péage à l'entrée des grandes villes, des métropoles, en disant aux bonnes gens, si t'as pas ta vignette que t'as payée pour faire la preuve que ta voiture n'est pas diesel ou pas trop vieille, etc. Si tu fais pas la preuve, tu rentreras pas. C'est introduire un rapport entre la ville et la campagne qui est odieux. C'est dire aux gens qui sont en milieu rural, nous trions ceux qui peuvent rentrer dans nos murs. Voilà. Donc, il faut arrêter cette espèce de rapport. Je l'ai dit à la région, utilisant un vocabulaire de gauche d'ailleurs. J'ai dit que c'est un rapport de classe, c'était le mépris de classe. Il faut arrêter ce rapport-là. Il faut que les métropoles se rendent compte, une bonne fois pour toutes, elles vivent dans un territoire, elles ne vivent pas en vase clos. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Stéphane de Sadier-Dupin, il y aura encore eu beaucoup de choses, mais vous reviendrez évidemment. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne, président de la commission des finances et conseiller municipal de la ville de Lamballe-Armor. On n'a pas beaucoup parlé de Lamballe, on en parlera la prochaine fois, c'est promis. Je vous remercie d'être venu en direct ce vendredi matin. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Merci à tous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.